je trouve qu'on n'entend pas assez le mot fraternité et solidarité dans tous ces écrits des Gilets jaunes, parce que pour moi, c'est ce que ça représente, les Gilets jaunes. Et c'est ce qu'il faut refaire ressortir dans ce mouvement, parce que c'est ça, c'est ce mouvement-là pour moi. Et c'est pour ça que je suis là. Et je trouve qu'il n'est pas assez... Le vrai débat citoyen, ça fait politique. Et je ne sais pas si ça attire vraiment les gens. Pour moi, c'est la fraternité, la solidarité qui est importante, qui sont importantes. C'était la solidarité, c'est relaisser une place au groupe et à la fraternité, aux échanges. Et les ronds-points, moi, je trouve que c'était super. Parce que c'était visible. Et c'est ça qui est gênant pour les politiques, finalement. Il n'y a pas besoin de se battre. Enfin, peut-être que si, hein, mais... Ouais, mais ils sont plus sur les ronds-points. Ils sont plus gênants. Si. Sauf à Beaumont. Si, je suis désolée, il y a encore des ronds-points où il y a des gilets jaunes. Voilà. Et les gilets jaunes se sont fait chasser. Ça a gêné le président, hein. Oui, mais pas que les présidents, il y a beaucoup de gens qui disaient les gilets jaunes, on commence à en avoir marre. C'est bon. Ça a été fait pour ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gilets jaunes. Il y a encore des ronds-points, je vous rassure. Mais en ville, il y a des personnes qui sont dessus. Je vais vous en citer 3 pour le sait où il y a du monde. C'est Montabon. Montabon, Maraîcher. Et le rond-point qu'on appelle le rond-point Monsieur Bricolage, qui est celui qui donne direction à la Suze, d'où je viens, et où je fais partie, et qui tient depuis le 17 novembre. Et moi aussi, exact. Ouais. Et le souci, c'est ce que disait derrière monsieur, c'est que en fait, on subit des répressions par le préfet. Nous, il faut savoir qu'on était sur un terrain privé et qu'il a quand même, il s'est permis quand même de prendre contact avec le PDG de Paris pour nous faire déloger du terrain où on était, ce qui est redescendu au PDG du terrain où on était, qui donc nous a interdit au départ de se réinstaller sur le terrain et de laisser des toiles de tente et autres dessus. Nous, on a fini quand même par réussir à revenir sur le terrain, mais juste en étant piéton, en étant présent, c'est tout. Voilà. Et en fait, oui, on a de moins en moins de ronds-points. Pourquoi? Parce qu'on subit les pressions de part et d'autre. Alors que malgré tout, malgré ça, on ne faisait rien de mal et voilà. Donc, on est quand même présent. Il y a encore des personnes présentes sur les ronds-points. Une société où la propriété privée est le socle, il y a des exceptions. Parce que stationner sur une propriété privée, on peut se faire virer par le préfet. Moi, je voulais intervenir sur plusieurs choses. La question de la redistribution, c'est une chose très importante. Mais l'autre chose importante, c'est qu'il y a des dépenses qui sont très lourdes, c'est la question du logement. Donc sur la question du logement, j'ai plusieurs choses. C'est de dire d'abord, il est scandaleux que des logements insalubres puissent être loués. Les pauvres, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent parce qu'ils ne gueulent pas. Et normalement, quand vous voulez acheter une marchandise, ça doit fonctionner. Donc il y a des normes, un minimum d'habitat. Il ne doit pas être indécent, il ne doit pas être insalubre. Et il y a des logements insalubres de louer. Donc, une proposition, puisque visiblement le marché ne régule pas ça, et que tous les profiteurs qui vraiment gagnent un fric énorme, donc c'est d'avoir un permis de louer. C'est-à-dire, la marchandise, quand on achète un paquet de lessive, eh bien, il y a des normes, et on garantit que ce que l'on achète, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, eh bien là, c'est exactement la même chose. Un permis de louer, c'est-à-dire, avant de pouvoir faire du commerce, eh bien, il faut vérifier si votre bien est louable. Alors, autrement, il y a un secteur non marchand qui s'appelle logement HLM, qui est en danger, parce qu'il y a, Macron a trouvé une subtilité. Lorsque vous avez des ressources fermes, vous avez droit à des APL. Donc c'est un droit social que tout le monde doit avoir. Sauf que le propriétaire, si vous êtes privé, il a la totalité des APL. Et là, Macron a organisé un vol. Alors, il y a plusieurs étages à la fusée. Mais directement sur les APL, c'est 50 € par mois qui ne sont pas versés aux organismes HLM. Qu'est-ce que ça fait?
Eh bien, ça veut dire qu'un organisme comme Sarthe Habitat, qui est le plus grand de la Sarthe, il y a 6 millions de moins de recettes. Ça veut dire que ces recettes permettraient de faire 30 millions de travaux. Et lorsqu'on fait des travaux, on a un TVA. Eh bien, on a un système qui n'est pas pour récupérer les fric, puisque au niveau régional, eh bien, c'était la présidente des associations régionales, la TVA payée par les organismes est supérieure au vol qui est fait. Donc c'est pour affaiblir les organismes de manière à les dépouiller et les vendre au rabais, comme à l'aéroport de Paris, il faut tout vendre au rabais aux petits copains. Les autoroutes, on a vu ce que c'était. Bon, c'est la même suite. Donc la revendication, c'est même droit, et donc les droits APL, droits sociaux APL, doivent être versés en intégralité, vu toutes les conséquences que ça a. Et puis un autre thème, le troisième thème, je suis élu, c'est-à-dire je suis élu dans un organisme HLM, au bureau, ce sont ceux qui habitent qui nous ont élus, on est dans les rangs élus. Et lorsque l'on n'est pas, je veux dire, chômeur ou retraité, il est très difficile d'avoir des responsabilités de représentation. Et donc, il faudrait à tout prix, si on veut que notre société ait une plus grande diversité, tant au niveau des représentants politiques, mais aussi dans les associations, le gouvernement nous demande d'aller dans les réunions pendant la journée. Bon, comment on fait? Moi je sais, c'était des absences autorisées non payées, où on perdait tout à fait un droit, des droits sur le salaire, des droits sur la retraite. Bon, on paye très cher. Donc une revendication pour permettre à ce qu'il y ait plus de citoyens qui puissent prendre des responsabilités, que ça ne doit pas faire négocier par une minorité, une consanguinité, on pourrait presque dire, donc un statut de l'élu social. Oui, il faut toujours terminer avec une petite provocation pour réveiller. Pour rebondir un peu sur le côté logement, puis après j'aurais 2-3 petites choses côté écologie, environnement. Côté logement, moi j'avais une suggestion effectivement de développer un plan d'action pour construire des nouveaux logements sociaux. C'est pour les SDF, c'est pour les gens, les migrants qui arrivent, c'est pour les Français qui sont là et qui veulent évoluer aussi, de façon qu'il y ait une possibilité d'ascenseur social à travers les logements, et pareil, de pouvoir apporter une aide, une APL, qui soit justifiée, qui ne soit pas, comment dirais-je, bridée, mais qui corresponde réellement aux revenus, parce qu'il y en a aussi qui fraudent sur l'APL. Donc de pouvoir avoir des choses qui correspondent réellement aux revenus, avec des dossiers suivis et bien traités. Et ça, c'est par les organismes parapublics ou les administrations, parce que tout est lié entre les impôts, la caisse primaire d'assurance maladie et la CAF. Donc par rapport à ça, de pouvoir avoir une APL correspondant aux revenus et à l'état de la famille, au quotient familial calculé. J'ai appris l'an dernier, par rapport à des gens qui veulent acheter une maison, non plus louer un appartement, une maison, acheter une maison, eh bien, c'est réparti sur 3 zones. Zone 1, zone centre-ville, zone 2, zone périphérique au centre-ville, et zone 3, tout ce qui est autour des grandes villes, c'est-à-dire la campagne. Et pour avoir une aide à l'accession à la propriété, depuis le mois d'avril l'an dernier, c'est pas un poisson d'avril malheureusement, il n'y a plus d'aide à l'accession à la propriété pour habiter dans la zone 3, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville. Parce que c'est là que les maisons sont les moins chères à acheter, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas si chères que ça, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une aide pour pouvoir accéder à la propriété. Donc ça fait que les gens, comme le centre-ville devient très cher pour acheter ou pour louer, ils s'extériorisent en dehors de la ville, ils ont des frais de transport pour aller retravailler sur la zone 2, périphérique ville ou zone 1 en ville, mais ils n'ont même pas d'aide pour pouvoir acheter une maison. Alors qu'on est effectivement de plus en plus, chacun sa petite maison, sa propriété, il doit y avoir 50% des Français qui sont dans une maison, peut-être pas forcément propriétaires. Donc par rapport à ça, peut-être de réviser un peu ces 3 tranches simplement, même en 2 tranches. Le problème c'est les tranches, un peu comme les impôts sur le revenu,
S'il n'y en a pas assez, ben, le passage d'une tranche à l'autre devient très difficile. Donc je termine, je vais essayer de ne pas dépasser mes 3 minutes, c'est déjà fait je crois. Est-ce que vous avez une proposition justement? Une proposition et logement de réviser en fonction des dossiers. Est-ce qu'il y a une adaptabilité pour les dossiers ou au contraire, est-ce que la zone 3, il y aurait quand même la possibilité, étude sur dossier, pour ceux qui veulent accéder à la propriété? Et puis je termine par 2 propositions pour le côté écologique, transition écologique. C'est de ralentir le turnover des produits. On parle d'obsolescence des produits, je suis un peu j'ai été dans l'électronique, l'informatique, tout ça, mais électroménager c'est un peu pareil. On est un peu dans une course en avant pour avoir la plus belle technologie, dernier télé, dernier système informatique. Il faudrait peut-être essayer de rentabiliser, d'user le mieux possible, d'adapter, plutôt que de faire fonctionner le système. Il y a un équilibre à trouver. C'est vrai que si on achète, ça fait tourner le système. Mais si on achète de trop et qu'on vend à l'étranger ou qu'on bazarde ou qu'on casse le système, c'est le travail de l'être humain à chaque fois qui est dévalorisé quand on jette, quand on casse quelque chose. Depuis 10 ans, Grenelle 1, Grenelle 2, 2007, 2008, 2010 pour Grenelle 2, je crois. Il y a eu quand même pas mal de belles choses de faites pour rénover, réutiliser, recycler, deuxième usage pour les produits. Donc par rapport à ça, essayer de retrouver une seconde vie pour les produits. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est la réindexation sur le coût de la vie pour les retraites et le remboursement des sommes qui m'ont été pris, donc volées. Donc ça, c'est un appel à M. Macron qui dit bien le grand. Les sommes qui ont été perçues, les 1,7. Voilà, enfin, c'est plus, voilà, la CSG, enfin, tous ces trucs-là. Et il y a un truc aussi, j'aimerais bien que si vous pouvez retrouver, ça s'appelle le livre blanc de l'Observatoire social européen. C'est très vieux. Mais tout ce qui nous arrive depuis 2008 ont déjà été écrits noir sur blanc dans cet ouvrage-là. Donc c'est que le rouleau compresseur qu'on subit depuis un certain nombre d'années. Et en plus, avec tout ce qui est guerre économique. D'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'une loi anti-guerre économique qui soit inscrite dans la Constitution, ce qui protégerait les pays de toutes les exactions et des demandes qui sont faites par des boîtes privées de rembourser ce que eux ont provoqué. Oui, mais c'est peut-être à définir. C'est pas interdire la concurrence, mais simplement quand le président américain déclare une guerre économique et qui provoque un certain nombre de conséquences, il serait peut-être temps de faire une loi qui justement nous protège. Plusieurs points. Peut-être déjà avant de préciser que d'abord pour revenir un petit peu sur ce que disait Sonia, c'est-à-dire que le gilet jaune, en fait pour moi, c'est avant tout reprendre conscience ou mettre en effectivité une conscience citoyenne. Longtemps, après plusieurs manifestations, il y avait cette déception de se dire mais ils sont où les gens, pourquoi ça ne bouge pas? Après réflexion, je me dis qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement qui bouge et qui est vraiment hétéroclite et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'on arrive à avoir des rapports sociaux corrects dans un dialogue, d'écoute. Et ça, c'est plutôt très respectueux et c'est très noble. Réflexion parallèle, c'est-à-dire que tout le monde a envie finalement de redéfinir un peu la société à son échelle, dans son petit, dans son petit, j'ai dit corporatisme, mais c'est pas négatif, mais dans son quotidien, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans l'économie, dans le social, dans l'associatif. Et finalement, ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui, avant le mouvement des Gilets jaunes, c'est le lien qu'il puisse y avoir finalement entre ces groupes. Et tout l'enjeu finalement de revêtir une couleur d'un gilet, c'est de dire, voilà, on a l'occasion finalement de pouvoir converger ensemble, de ne pas être d'accord, mais de trouver des unités et des points communs.
donc je vais rebondir sur le deuxième point. Quels sont les points communs? Déjà, moi je ne suis pas forcément, je ne serais pas d'avis de mettre en avant en premier lieu, pas chacun son point de vue, mais c'est le pouvoir d'achat. Je m'explique. Sur la sémantique du pouvoir d'achat, pour moi il y a un problème. C'est-à-dire qu'on nous rabâche depuis, je ne sais pas combien de temps, déjà depuis que je suis né, depuis que j'ai 35 ans, que finalement notre conscience de consommateur ne serait pas consomme-acteur. Donc ça voudrait dire, aujourd'hui, il faudrait redéfinir la notion de ce que c'est notre pouvoir. Alors, il y a le pouvoir d'achat, certainement, effectivement, mais il y a aussi le pouvoir d'agir, le pouvoir de penser, le pouvoir d'agir, Marco, je crois que tout à l'heure, on a parlé. Donc c'est le pouvoir d'action et le pouvoir du citoyen qui doit primer d'abord. Et ensuite, effectivement, une fois que l'individu a pris conscience de son pouvoir d'action, mais de se fédérer aussi également, d'avoir des divergences d'opinion et de pouvoir les matérialiser par écrit, de pouvoir les voter, de pouvoir de révoquer des élus éventuellement, ou de décider du sort d'une loi in futura, comme on dit en droit, et bien là ensuite il découlera ensuite le pouvoir. Et pour échanger, pour débattre, il n'y a pas de problème. À vous proposer quoi? À moi, ce que je propose, déjà, c'est des citoyens. Moi, alors, ça fait 42 ans que je travaille. Je ne suis pas encore retraité. Je paye les impôts. Je paye tout. Et j'ai encore le pouvoir d'achat et je ne suis pas cadre. J'ai fait ma vie. J'ai travaillé. Pourquoi certains n'ont pas de pouvoir d'achat? Moi, je vais donner mon cas. Non, ça peut être le micro, je pense que le micro peut être un empêcheur de parler. Vous parlez de mon cas personnel. Moi, je suis cadre dans le service privé et je suis gilet jaune. Je suis pas malheureux. J'ai un pouvoir d'achat. Mais si je me bats, c'est pour mes enfants et la retraite. J'ai des enfants. Donc voilà, tout simplement. J'ai des enfants. Je suis resté dans mon canapé sans problème. Je me suis battu. Mais je suis solidaire avec les gilets jaunes. Et je répète, mais pour mes enfants. Sur quel plan? Pour mes enfants et la retraité. Moi, quand je vois un retraité. Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Quand je vois un retraité qui a travaillé 43 ans de sa vie et qui a une retraite de 800 €, moi, ça m'exaspère. Minimum vieillesse. Bah, ça m'exaspère. Je ne trouve pas normal. J'ai mon beau-père qui a 82 ans, qui a des problèmes auditifs. Il faut qu'il économise pendant 1 an pour avoir. Moi, ça m'exaspère. Qu'est-ce que Macron propose? Peu importe. Et on attend. Non, mais à un moment donné, il faut quand même au moins, moi je veux bien l'entendre, mais enfin, depuis 25 ans, même 40 ans que je vote, c'est le premier président de la République qui propose que sur les lunettes, les prothèses dentaires et l'auditif, 0 en charge. On en est où là? C'est faux. Attendez, comment vous voyez que ça va le faire? On en est où? La CSG pour la retraiter? Attendez, ça fait 1 an et demi qu'il est au pouvoir, vous voulez non, mais on ne dit pas que c'est la faute que de Macron, attention, ça fait 40 ans. Ça fait. Non. Est-ce que le président, monsieur tout seul, il a quelque chose à dire? Si vous avez à dire, vous le direz. Mais chacun son tour. Chacun son tour. C'est marrant. Juste une petite aparté, je répète, le RIC n'est pas des gilets jaunes au départ. Attention, il est arrivé après. Et ça, il faut bien savoir le dire. La première chose que les gilets jaunes demandaient, c'est pas le RIC. C'était le pouvoir d'achat. Et moi, je me battrai jusqu'au bout là-dessus. Parce que le RIC ne vient pas des gilets jaunes. On sait d'où il vient, mais pas des gilets jaunes. Attention. Est-ce qu'il a été intégré par les gilets jaunes ou pas? Non. Par certains. Mais moi, personnellement, qui suis gilet jaune, je ne suis pas pour le RIC. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Il suffit d'aller voter. Moi c'est ce que je pense. Après il y en a d'autres qui vont vouloir. Très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse en premier chez le mouvement des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que le 17 novembre, on s'est tous retrouvés à 300 000 ou 500 000 personnes dans les ronds-points? C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'on crève. Les gens n'en peuvent plus. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça qu'il faut remonter. Nos vieux, ils ne peuvent plus payer leur... Nos vieux, ils n'arrivent plus à bouffer. Nos jeunes, ils n'ont pas de boulot, ils n'arrivent plus à vivre. Les gens qui travaillent touchent plus de 200 balles, ils n'arrivent plus à vivre.
C'est pour ça que les gens, pour se déplacer, on a besoin de notre voiture, pour aller au boulot, on a besoin de notre voiture, on peut plus payer l'essence, c'est trop cher. On veut bien être écologique, moi je suis le premier à dire que je suis hyper écolo, j'ai ma poubelle verte, je fais attention, voilà, moi aussi je peux le dire. Mais pourquoi est-ce que les gens, par l'essence, doivent supporter l'écologie? Moi je pense qu'il y a d'autres... Voilà, c'est pour ça que les gens ont décrié le 17 novembre, mais en aucun cas ils ont parlé de RIC. Même moi je ne savais même pas ce que c'était que le RIC. Qui savait que c'était que le RIC le 17 novembre? À part les gens de chez Mélenchon, excusez-moi, mais il faut le dire. Parce que c'est Mélenchon qui en a parlé, c'est tout. Le mouvement, eh bien, alors il y en a qui disent, ouais, c'est alors il ne faut pas dire apolitique, il faut dire apartisan. Mais on est tous politiques. Si on est gilet jaune,